Voilà, monsieur est donc un diabétique de type 2 qui a eu une plaie au pied qui a abouti malheureusement à une amputation transmétatarsienne. Est-ce qu'on peut garder ce pied en l'état ou pas? Donc la question actuelle est celle-là. Pour l'instant, on a décidé de continuer les soins et puis de voir l'évolution. En 15 jours, il y a eu une infection. On est arrivé à ce point-là. Je connaissais le pied diabétique. On me l'avait fait voir, on m'en avait parlé. Je pensais jamais arriver là. Moi, j'y ai jamais porté très attention. Je le paye maintenant. En Belgique, plus de 500 000 personnes vivent avec un diabète. Et elles risquent toutes de développer des complications graves. Souvent, sans en avoir conscience. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, honnêtement. J'avais beaucoup plus peur d'un cancer ou de ce genre de choses. Mais diabète, pour moi, je ne le soignais pas, mais j'avais mal nulle part, c'est ça. Pourquoi se soigner quand on ne ressent rien? Pendant des années, le diabète se cache, se terre, se fait oublier. C'est une maladie insidieuse qui va faire son œuvre avant même qu'il y ait des symptômes. C'est la conspiration du silence, le diabète, à tous les niveaux. Quand il se montre, le diabète crée des dégâts très importants. Il augmente considérablement le risque d'amputation, d'infarctus, d'insuffisance rénale. Et il est l'une des premières causes de cécité. Des traitements existent, mais ils ne font que ralentir la progression de la maladie. Sur les bancs de la fac, on nous apprend que le diabète est une maladie chronique et irréversible. Pourtant, il est possible d'agir contre le plus fréquent des diabètes, le diabète de type 2, celui qui s'installe avec l'âge, la sédentarité et le surpoids. Certains affirment même qu'ils en ont guéri de manière spectaculaire. Si je vais voir un médecin aujourd'hui et je ne lui raconte pas mon histoire, il ne peut pas savoir que j'ai été diabétique. Il n'y a pas un médecin qui va me diagnostiquer. Donc, dans ce sens-là, je suis guéri. Voici donc notre question. Diabète, une bombe à retardement? Le diabète est une maladie sournoise. Elle commence toujours son œuvre dans le plus grand silence. La maladie est entrée dans la vie de Jean-Louis il y a 35 ans. Je buvais bien, je mangeais bien. Ça, c'est La charcuterie. la charcuterie quand on faisait les repas. Jean-Louis travaillait comme charcutier traiteur avec son épouse. Il menait une vie bien remplie. C'est par hasard qu'il découvre son diabète. Un bilan de routine demandé par son médecin révèle un taux de sucre 5 fois supérieur à la normale. Quand on vous a annoncé que vous aviez un diabète, qu'est-ce que vous saviez du diabète? Rien. Mais alors, strictement rien. Et puis c'était quelque chose que, pour moi, qui n'était pas particulièrement... Moi, je m'en foutais, quoi, parce que, en fait, tout allait bien, quoi. Au départ, j'ai pris mes médicaments, et puis bon, j'avais toujours aucun ressenti. Je me dis, un beau jour, j'ai dit, oh, c'est bon, comment ça me saoulait, tout ça, j'ai dit, voilà, quoi, j'ai tout arrêté. Je voyais pas l'intérêt, enfin, je me sentais pas malade, quoi. Voilà, on avait quel âge? 30 ans. 30 ans. Jean-Louis est alors trop occupé par son métier et sa famille pour prendre sa maladie au sérieux. Et puis les années ont passé. Et puis les complications sont arrivées. Et en fait, j'ai perdu mes reins. Et je me suis retrouvé en dialyse. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Après 8 années de dialyse, Jean-Louis est greffé d'un rein. Il reprend son traitement, mais le diabète a déjà causé d'autres dégâts. Il y a 5 mois, Jean-Louis a été amputé de la jambe droite et hospitalisé dans ce centre de rééducation. Il y revient aujourd'hui pour la première fois depuis sa sortie. C'est pour ça que vous avez faim.
On enlève tout pour voir? Alors. Jean-Louis n'a rien pu faire pour éviter l'amputation. Le pied s'est infecté en quelques jours. Ça a commencé, c'était un tout petit truc, mais ridicule, hein. Une tête d'épingle. Et c'est parti après, ça s'est mis à suppurer, c'est parti sous l'ongle, j'ai perdu l'ongle, c'est devenu tout bleu, tout rouge, tout violet, tout noir. Et un jour, le chirurgien qui me suivait, il me dit il n'y a pas 50 solutions. Oula, là, je ne vous dis pas la claque qu'on prend, c'est phénoménal. Quand ils viennent de refaire le pansement le lendemain, qu'ils enlèvent les draps et autres, ah là on est le nez sur la réalité. Vous n'avez plus de jambes. On a du mal à croire que c'est possible. Comme l'hypertension artérielle, comme d'autres maladies, le diabète est une maladie qui, au départ, n'entraîne pas d'anomalie. On ne sent pas de douleur. Et qui dit plaie qui ne fait pas mal, plaie non vue. Plaie non vue, plaie non traitée. Et petit à petit, ce sont des plaies qui, même si elles grignotent l'intérieur et atteignent l'os, ne sont pas douloureuses et donc elles sont oubliées. Donc c'est une particularité qui fait que on peut passer à côté de ces petites plaies pendant longtemps, et le jour où on se réveille, c'est trop tard et la dilatation de l'artère n'est pas forcément suffisante ou même si on la tente insuffisante à moyen terme, et on se retrouve amputé. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Honnêtement, j'y croyais pas. Je sais pas, je me voyais peut-être intouchable, je sais pas. Pourquoi le diabète détruit-il l'organisme? Comment un simple excès de sucre dans le sang peut-il conduire à une amputation ou à une greffe de rein? Pour le comprendre, il faut se pencher sur notre assiette et sur les sucres qu'elle contient. Tous les sucres, pas seulement ceux des bonbons ou des pâtisseries. Le sucre, appelé aussi glucide, est présent partout, dans les fruits, les pâtes ou le pain. Et il est indispensable. C'est notre carburant. Notre corps fonctionne un peu comme une voiture. Pour avancer, lui aussi a besoin de faire le plein d'énergie. Il faut donc le recharger plusieurs fois par jour en glucides. Mais il faut aussi que ces glucides arrivent à bonne destination dans l'organisme. Les sucres que l'on ingère descendent jusqu'à l'estomac, où ils sont cassés avant de passer dans la circulation sanguine. C'est à ce moment-là qu'intervient un organe essentiel, le pancréas. Il détecte leur présence et libère de l'insuline. L'insuline, ici en violet, va accompagner le sucre jusqu'au muscle. Elle agit comme une clé qui ouvre les portes du muscle et permet au sucre d'y entrer. Enfin ça, c'est quand tout va bien. Car chez un diabétique, le pancréas ne joue plus son rôle. Il ne fabrique plus assez d'insuline ou celle-ci est de moins bonne qualité. Cette anomalie peut survenir dans l'enfance de manière brutale et irréversible. C'est le diabète de type 1. Quand il s'installe plus tard, avec l'âge et le surpoids, on parle alors de diabète de type 2. Dans les deux cas, l'insuline ne joue plus son rôle. Elle n'ouvre plus les portes du muscle. Le sucre s'accumule dans le sang et il va abîmer progressivement les artères, les veines et surtout les petits vaisseaux qui se trouvent en priorité dans les pieds, les reins, les yeux. Les symptômes du diabète de type 1 se manifestent très vite. Alors qu'avec un diabète de type 2, il est possible d'avancer pendant 10, 15 ou 20 ans sans le moindre signal d'alerte. Et quand la panne arrive, il est souvent trop tard. Pour éviter la catastrophe, les médecins doivent faire comprendre à leurs patients que l'absence de douleur n'est pas toujours bon signe. Tout le monde s'est blessé un jour le pied. Mais vous, quand vous vous blessez les pieds, vous vous en apercevez pas. Sauver des jambes, c'est l'obsession du docteur Havan. Une fois par mois, le médecin propose cet atelier aux patients qui sont à haut risque d'amputation. Tous
sont atteints d'une complication grave du pied, la neuropathie diabétique. À cause du diabète qui est mal équilibré pendant au moins 5 à 10 ans, on va dire, le sucre, là, ça intoxique le nerf qui devient insensible. Et en toute bonne foi, vous pouvez avoir une plaie qui traîne, qui s'infecte, et vous vous faites des fois amputer, vous n'avez pas compris, parce que vous n'avez jamais eu mal. Est-ce qu'on ne peut pas remédier à cette situation? C'est-à-dire que cette sensibilité-là, est-ce qu'on ne peut pas la rétablir d'une manière ou d'une autre? Alors, malheureusement, dans l'état actuel de la science, quand un diabétique a en fait intoxiqué ses nerfs, et surtout au niveau des pieds, c'est pas réversible, ça ne revient pas en arrière. On va enlever les chaussures, messieurs. Après 20 années de maladie, un diabétique sur 2 souffre de neuropathie. Mais rares sont les malades qui en ont conscience, car elle s'installe progressivement. Pour les aider, le médecin a mis au point une petite expérience. Alors, faites voir votre main. Ça, c'est chaud ou c'est froid? C'est froid. Ok. Et ça? Chaud. Ok, fermez les yeux. C'est chaud ou c'est froid? Je ne saurais vous dire. Et là? Là, je ne sais pas vous dire non plus. Et là? Je sens une présence, mais je ne sais pas le détailler. Ok, et là, c'est chaud ou c'est froid? Froid. Voilà, donc c'est clair, ouvrez les yeux. Là, vous sentez parfaitement que c'est froid, là, vous ne savez pas. On fonctionne tous de la même façon. Quand j'ai mal, ça peut être très grave, et quand j'ai pas mal, ça va forcément très bien. Et là, on est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne rien sentir du tout et avoir potentiellement un problème grave. Donc c'est pour ça qu'il faut être très pédagogue, parce que c'est pas si évident que ça, c'est pas naturel de comprendre quelque chose qui fonctionne finalement à l'envers de ce qu'on voit habituellement en médecine, quoi. Vous sentez un peu? Ne pas avoir mal, c'est risquer de se blesser à tout moment sans s'en rendre compte. Pour le prouver aux patients, l'infirmière glisse discrètement un comprimé dans leurs chaussures. Okay. Vous remettez vos chaussures. Bon, vous allez venir avec moi. On va marcher un peu dans le couloir ensemble. Vous allez jusqu'au chariot, là, et vous revenez. Aucun des patients ne va remarquer la présence de l'intrus dans leurs chaussures. Voilà, vous revenez. Allez-y. La démonstration est faite. Vous marchez jusqu'au chariot et vous revenez. Allez-y. Vous avez vu ce qu'il y a dedans? Vous l'avez pas senti? Moi, je peux pas en marchant? comprimer dans le pied. Donc vous avez marché avec ça sans le ressentir? Non. Personne n'a dit ouais, c'est bizarre, il y a un truc là, d'accord? Bon, imaginez que ça soit pas un comprimé mais quelque chose de pointu, un clou, c'est pareil, vous ne le sentirez pas plus. Et là, vous avez une vraie plaie et vous continuez à marcher toute la journée éventuellement avec le clou dans le pied. Effectivement, on comprend que ça puisse faire une plaie et s'infecter après. On y va? Invisible, indolore, le diabète avance masqué. Son autre cible privilégiée, les yeux. La rétinopathie diabétique touche 40% des malades. C'est l'une des causes les plus fréquentes de cécité en France. Annie a refusé de voir sa maladie en face pendant plusieurs années. Elle ne l'a pas traitée. Elle ne comprenait pas l'intérêt de consulter un ophtalmologiste chaque année. J'avais beaucoup plus peur d'un cancer ou de ce genre de choses. Mais diabète, pour moi, je ne le soignais pas, mais j'avais mal nulle part, c'est ça. Je voyais très bien, je n'avais pas de problème de rein. Alors, regardez droit devant vous. En haut. Tout droit. Il y a 5 ans, la vision d'Annie a brutalement chuté. L'ophtalmologiste diagnostique alors un saignement important au niveau de sa rétine.
Il y a de nombreuses années de diabète qui ont probablement été un peu méconnues d'une part, voire un peu négligées d'autre part, si bien que petit à petit, le diabète a abîmé les vaisseaux de la rétine, le tissu rétinien. Et puis, comme c'est une pathologie, une maladie qui est complètement asymptomatique, eh bien, malheureusement, elle est arrivée au stade de complication lorsque la vision a commencé à baisser. Il est clair qu'il y a des dégâts irréversibles qu'on ne récupérera pas, mais on va stabiliser les choses, et ce d'autant que maintenant, si la tension et la glycémie sont bien équilibrées, ça va se stabiliser et il n'y aura pas de perte visuelle supplémentaire. La bonne nouvelle quand même, c'est que ça va mieux. Il y a moins d'œdème? Ça a moins d'œdème sur votre œil droit. Et ça, c'est probablement lié au fait que, enfin, vous vous occupez de vous. Les nouveaux traitements ont permis de limiter les dégâts. Mais si Annie veut éviter la récidive, elle le sait, elle doit maintenant traiter son diabète. Là, j'ai bien compris que c'était pour mon bien et maintenant, les yeux fermés, je fais tout ce que... Les yeux fermés. Allez, au revoir, Madame André, on se revoit dans 2 mois. Dans 2 mois. Allez, au revoir. Et merci encore. Lutter contre le diabète, c'est faire baisser à tout prix le taux de sucre dans le sang. Arrêter l'agression de l'organisme. Les médicaments présents sur le marché ralentissent la maladie. Ils aident le pancréas à fabriquer plus d'insuline. Mais au bout de quelques années, ils perdent de leur efficacité. Il faut alors passer au traitement redouté par un bon nombre de malades, les injections d'insuline. Il y a une escalade thérapeutique qui est, je dirais, inéluctable. Et on sait qu'à peu près 26% ou 25% des patients diabétiques de type 2 doivent terminer à l'insuline. Je dirais que c'est la fin, entre guillemets, thérapeutique habituelle d'un diabétique de type 2. Pour freiner l'escalade, il existe une solution, plus efficace que les médicaments, plus efficace que l'insuline. Cette solution, c'est de s'attaquer à la cause principale du diabète de type 2, le surpoids. C'est quand même au départ une histoire de j'ai apporté à mon corps trop d'énergie par rapport à ce que je dépensais. Donc ça commence par se manifester comme ça. Du coup, j'ai emmagasiné des stocks d'énergie que je ne dépensais pas. Donc il y a le surpoids qui est arrivé à un moment. Un peu comme le réservoir d'une voiture, que vous passeriez votre temps à remplir le réservoir d'une voiture qui ne roule pas, qui ne dépense pas d'énergie. Ça finit par déborder. Notre corps n'est pas programmé pour manger à toute heure sans avoir à bouger. Pendant des milliers d'années, il a fallu se dépenser, marcher, courir pour trouver à manger. L'homme de Cro-Magnon était un nomade, chasseur-cueilleur, qui marchait dans la savane pour chercher de la nourriture. Et puis ensuite, quand on trouve mammouth, on va le chasser et on va le manger. Et on va stocker un peu de réserve pour les jours suivants. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que mammouth, il est dans le réfrigérateur, il suffit de tendre le bras pour le chasser. Et on peut le chasser 5 fois par jour. Résultat, la graisse s'accumule dans l'organisme. Le pancréas doit fabriquer plus d'insuline et il finit par s'épuiser. Pour le soulager, la solution la plus efficace, c'est de s'inspirer du mode de vie de nos ancêtres. Manger mieux et bouger plus. Il n'y a pas une maladie qui réponde aussi bien à l'activité physique régulière que le diabète, que l'hyperglycémie. Avant les médicaments? Avant les médicaments, je dirais que alimentation équilibrée, activité physique, c'est là, et les médicaments, ça vient là. Hein. Le problème, c'est que c'est dur de faire une activité physique régulière, ça nécessite un accompagnement, et c'est ça qui est très très compliqué, mais ça marche très bien. Il y a parfois urgence à changer de mode de vie. Le centre hospitalier de Toulouse propose des stages de 3 semaines pour aider les patients diabétiques. La sacoche la plus précieuse, qui contient les médicaments et l'insuline. Une course contre la montre s'est engagée pour Denis. Le diabète a récemment gagné du terrain. Ses reins sont en train de le lâcher. Il doit agir vite pour éviter la greffe. Allez, c'est parti.
D'après ce que j'ai compris, les reins ne fonctionnent plus qu'à 20%. Donc, il est plus que temps d'essayer de freiner l'évolution négative de la maladie, ainsi que pour l'équilibre du diabète. Il n'y a pas trop le choix, il faut prendre des solutions radicales. Denis va devoir renouer avec ses deux ennemis de toujours, la diététique et l'activité physique. 9h30, le médecin. 10h30, l'infirmière. Ah, et mon amie la tortionnaire, la diététicienne au rez-de-chaussée. 14h, le médecin en chambre. 15h, l'éducateur sportif. Oui. Bonjour, je suis Marie, l'éducateur sportif. Aïe, aïe, aïe. Vous avez un petit moment à m'accorder? Oui. Allez. De toute manière, j'ai pas le choix. Oui. Allez-y, installez-vous. Allez-y. Merci. Alors, j'aimerais que vous me racontiez ce que vous avez fait de votre enfance à aujourd'hui sur le sujet de l'activité physique pour que j'apprenne un petit peu à vous connaître et ce que vous en pensez. L'été, pendant les vacances, pendant les 2 mois d'été. D'accord. Oh, le billard. Le billard. Pendant près d'1 heure, Denis revient en détail sur son histoire sportive. Alors, mais vous faisiez beaucoup de sport? Le minimum. L'éducatrice sportive l'interroge aussi sur ses déplacements au quotidien. Elle doit évaluer son niveau de sédentarité. Ok, donc actuellement vous faites du billard 3 à 4 fois par semaine, plus vous avez des déplacements de 20 minutes à une intensité modérée régulièrement. C'est compliqué. relativement dur encore. Qu'est-ce qui est dur? C'est le manque d'entraînement. Je suis pas réfractaire, mais pour y adhérer pleinement, oui, il faut que j'y trouve un intérêt. Et du plaisir. Ben oui. Allez, sprint! Sprint! On souffle, on amène les coudes vers l'arrière. Je tape dans le punching ball. Allez, Denis, un peu plus vite. Attention, sprint! 30 secondes. Faire en sorte que les patients retrouvent du plaisir à bouger. C'est l'objectif du stage qui propose 4 heures d'activité physique par jour. Un défi, car pour tous, le sport n'est souvent qu'un lointain souvenir. Je vous ai entendu, vous. Vous aurez du coup 2 allers-retours entre les barres. Oh non! Ah si! On pousse, on ramène la planche, on souffle bien. Et quand on souffle la bouche ouverte. Allez, Denis, les jambes fixes au sol, c'est que les bras qui travaillent. L'aquagym permet une reprise en douceur de l'activité physique. Étant donné qu'on enlève le poids du corps, on est minimum à 50% de son poids du corps. Il y a des gens qui pèsent autour de 100 kg, ils n'en pèsent plus que 50. Si on est au niveau de la poitrine, ici, on en enlève 70% du poids du corps. Donc on peut augmenter l'exercice physique en intensité. Donc plus on augmente, plus ça va, entre guillemets, bouffer du sucre, cramer du sucre. Je profite du rebond de la cheville. Pendant qu'ils s'activent, les stagiaires luttent de manière très efficace contre leur diabète. Car mobiliser ces muscles a un effet direct sur le taux de sucre dans le sang. Chez une personne diabétique, rappelez-vous, le sucre s'accumule au lieu d'entrer dans les muscles, car l'insuline ne joue plus son rôle de clé. Bouger son corps, c'est un peu comme activer la clé de secours. Quand on bouge, quand on fait de l'activité physique, ça tire sur les fibres musculaires. Et à ce moment-là, les fibres musculaires n'ont plus besoin de l'insuline pour capter le sucre et l'utiliser. C'est pour ça que l'exercice physique est très efficace pour diminuer son taux de sucre. Au long cours, ce rentraînement à l'activité physique, ce rentraînement à l'endurance, va rendre notre corps, pas seulement nos muscles, mais tous les organes qu'on appelle les organes cibles de l'insuline, plus sensibles à l'insuline. Et comme il est plus sensible, ça va en faire diminuer les doses à injecter. D'accord ? Donc ça se voit très vite, ça se voit dès les premiers jours, la consommation voire dès la première journée. C'est l'heure du verdict pour Denis. La boîte à malice. Sa première séance d'aquagym n'a pas été très intensive. Mais il espère qu'elle aura tout de même permis de réduire son taux de sucre dans le sang. Une glycémie normale est comprise entre 0,7 et 1,10 g de sucre par litre de sang. Denis
attend son tour. 0,71. Le taux de sucre a tellement chuté que Denis est au bord de l'hypoglycémie. Une seule séance a donc suffi pour agir sur son diabète. Donc vous posez la question de l'insuline et de la dose. Donc on va prévoir 6. Oui, oui. D'accord? Ah ben oui, c'est... On y va. L'effet est immédiat sur la quantité d'insuline à injecter. Denis peut déjà réduire de 25% celle qui précède le déjeuner. À partir du moment où je suis obligé de baisser les doses d'insuline, c'est qu'il y a du progrès. Et donc c'est probant. L'activité physique, là on voit les effets rapidement. Le nouveau stagiaire va devoir aussi se réconcilier avec son autre ennemi, la diététique. Ah, les réjouissances du midi. Bon appétit. Ici, les patients doivent lutter contre des habitudes alimentaires ancrées depuis des années. Réapprendre les quantités à ne pas dépasser. On vous a mis un modèle, parce qu'en général, on conseille donc 3 bonnes cuillères à soupe. Avec les spaghettis, c'est compliqué. Un petit peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça devrait être bon. Ouais. Et 2 louches de bolognaise. Et ensuite, vous avez des brocolis ou des champignons? Ah, champignons plutôt. Denis va prendre conscience que l'alimentation recommandée ici n'a rien à voir avec un régime. Ils sont bons. Finalement, on va pas si mal manger que ça. Bien manger, quand on est diabétique, ça ne veut pas dire se priver, mais plutôt suivre une alimentation variée et équilibrée. On compte plus les calories. Maintenant, nos diététiciennes dans nos services, elles comptent plus les calories, elles font pas de prescription de régime. Plus un régime est restrictif, plus l'effet ça a été bien documenté, plus l'effet rebond est important. Donc la subtilité, c'est jouer avec l'activité physique, l'alimentation équilibrée, ne pas être trop restrictif. On a rendu trop de gens malheureux avec la restriction. Et puis, il faut pas perdre beaucoup de poids. Ça, on le sait aussi. 5%, une perte de poids de 5% suffit à réverser l'hyperglycémie ou en tout cas à bien améliorer le diabète. Manger mieux et bouger plus. C'est bien le seul traitement efficace du diabète et de ses complications. Les participants à ce stage en prendront tous conscience au fil des jours. L'autre enjeu, c'est de les aider à maintenir ces bonnes habitudes dans le temps, une fois sortis du monde clos de l'hôpital. Le stress. Ouais. La pression au travail. Ce stress du quotidien peut jouer sur le poids? Oui, absolument. Oui. Quoi d'autre? Parce qu'on a une vie sociale après. Exactement. Donc ce qu'on espère, c'est qu'à la fin des 3 semaines, vous soyez capable de dire finalement, il faut que ce soit quelque chose de raisonnable et de tenable sur le long terme. Un truc faisable dans votre vraie vie, avec toutes ces vraies contraintes de mon petit-fils, il faut que je l'aide à manger, donc c'est compliqué, et puis la personne avec qui je vis veut manger des frites, et mon travail me prend trop d'heures, etc. Donc dans ce vrai contexte de vie, qu'est-ce que je trouve qui va être faisable et comment je vais l'organiser concrètement? Le lieu de vie, ça peut... Des médecins qui endossent la blouse d'enseignants pour transmettre leur savoir à leurs patients. Ça porte un nom, l'éducation thérapeutique. La démarche d'éducation thérapeutique, c'est lui donner les clés pour s'occuper lui-même de sa pathologie chronique. Et le but ultime, c'est de maintenir sa qualité de vie, voire de l'améliorer. Faire en sorte que le patient s'approprie et fasse lui-même la démarche en disant j'ai compris, il faut que je change mon comportement, que ce soit pas nous qui lui disions, mais que ce soit lui. C'est ça, hein, l'éducation thérapeutique, ça marche. Mais c'est tellement évident. Une fois qu'on nous l'a expliqué, qu'on nous a donné les quelques clés, les quelques règles. De même qu'ils nous ont pris une image, ils nous ont dit l'insuline, c'est un peu comme une serrure. Mais quand on vous l'explique ça, et quand on l'a compris, c'est tout naturel qu'après on cherche justement à améliorer certains facteurs. Quand on est acteur et quand on contrôle, quand on maîtrise, quand on comprend le fonctionnement de certaines choses, ça marche nettement mieux.
Les patients qui ont accès à l'éducation thérapeutique sont pourtant peu nombreux. Seuls 8% des diabétiques en ont bénéficié, quasiment toujours à l'hôpital, et ce quand la maladie a déjà gagné du terrain. Pourquoi faut-il attendre les complications pour apprendre à maîtriser sa maladie? En cause, notre système de santé, qui préfère encore trop souvent guérir plutôt que prévenir. La médecine est trop orientée vers le traitement. Ça vient peut-être aussi de la formation que le médecin, essentiellement basée sur une médecine de prescription, une médecine de soins aigus. Et par contre, la prise en charge de malades chroniques n'a pas beaucoup été enseignée très longtemps dans la formation initiale. C'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Nous, on est issus de la médecine aiguë, hein. Un symptôme, un médicament, un traitement, voilà, et puis une guérison. Maladie chronique, c'est vraiment très compliqué parce que ça touche tous les aspects de l'individu. Une éducation thérapeutique, un accompagnement d'une personne, bien va éviter dans 15 ans une amputation, une rétinopathie, va éviter une néphropathie, c'est-à-dire une insuffisance rénale terminale. Et tant que nous ne réussirons pas à démocratiser, à ouvrir cette éducation pour aller au plus près des gens, avec l'ensemble des acteurs de proximité, tant que nous n'arriverons pas à cela, eh bien, nous serons obligés de constater que nous avons toujours des complications du diabète qui coûtent cher. Entretenir la machine tous les jours plutôt que d'attendre la panne, ça marche. Dans la lutte contre le diabète, la prévention et l'éducation thérapeutique ont fait leurs preuves. Pour éviter que la maladie intoxique peu à peu tous les organes, pour retarder la prise de médicaments ou éviter le passage à l'insuline, ce sont les seuls outils efficaces. Et si en matière de prévention le plus tôt est le mieux, décrasser la machine, c'est bénéfique, quel que soit le stade d'évolution de la maladie. Après 3 semaines d'efforts, Denis a perdu 2,5 kg et 5 cm de tour de taille, avec un effet direct sur les doses d'insuline. Désormais, il s'en passe totalement à midi, une première victoire. Et peu à peu, la perspective de la greffe s'éloigne. C'était justement ça, un peu, un des objectifs. Si on peut effectivement freiner cette évolution, qui n'est pas souhaitable, même si à terme on n'évite pas, on peut en retarder l'échéance et puis l'aborder dans de meilleures conditions. Et s'il était possible de faire plus que de retarder l'échéance? Et s'il était possible de guérir complètement du diabète de type 2? De nouvelles données viennent balayer les certitudes des médecins sur la maladie. Sur les bancs de la fac, on nous apprend que le diabète est une maladie chronique et irréversible, dont le traitement est un accompagnement, une diminution de la glycémie et une prévention des complications. Mais il n'y a pas d'espoir de, entre guillemets, guérison, ni même de retour en arrière réel. Et pourtant, un retour en arrière est possible. Les premiers à l'avoir démontré, ce sont les chirurgiens de l'obésité. Dans les années 60, ils ont mis au point une technique pour aider les patients obèses à maigrir, le gastric bypass. L'opération consiste à réduire la taille de l'estomac pour le raccorder un peu plus bas dans l'intestin, créant ainsi une sorte de court-circuit digestif. Les médecins n'imaginaient pas alors que cette opération allait aussi avoir un impact sur le diabète. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a opéré des patients obèses avec des opérations qui avaient été pensées comme permettant de réduire l'alimentation. Et beaucoup de ces patients obèses étaient diabétiques, puisque c'est la complication, une des complications de l'obésité. Et on s'est rendu compte, mais c'était vraiment une observation, que le diabète s'améliorait, on s'y attendait puisque les patients perdaient du poids, mais s'améliorait beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément que ne le laissait présager la perte de poids. Et donc, il a fallu se rendre à l'évidence, changer l'anatomie et la physiologie de l'intestin
avait un effet sur le diabète inattendu et majeur. Ça montre bien qu'on peut agir sur le diabète là où on pensait ne plus pouvoir. Cette technique est aujourd'hui devenue courante dans les services de chirurgie de l'obésité. Dans un pays comme la France, 50 000 gastric bypass sont réalisés chaque année, dont 300 ici, au CHU de Lille. Ça faisait combien de temps que vous preniez de l'insuline? 3 ans. 3 ans? Oui. D'accord. Maintenant que vous êtes dans les chiffres des, entre guillemets, non diabétiques, oui. Sans insuline. Edith a été opérée il y a 1 an. Depuis, elle a perdu 44 kilos et une grande partie de son diabète. Elle se passe désormais totalement d'insuline. Voilà. Je voulais savoir justement si dans l'avenir, mon diabète pouvait réaugmenter, de même que le poids également. C'est une très bonne question. En fait, il faut comprendre qu'on a remis les pendules en arrière. Et donc, il est vraisemblable que dans les mois qui viennent, cette 2e année, vous continuez encore un peu à vous améliorer. Dans ma tête, j'ai l'impression d'être guérie. Mais il faut que je sois vigilante quand même. Ces résultats spectaculaires ont intrigué un chercheur britannique. Il présente aujourd'hui ses travaux ici, au Congrès européen du diabète de Lisbonne. Depuis plus de 10 ans, Roy Taylor est persuadé que la clé pour comprendre le diabète et ses mécanismes se trouve dans les études menées sur le gastric bypass. Je suis tombé sur les résultats d'une étude publiée dans la revue Diabète en 2006 qui semble changer les règles du jeu. Regardez cette ligne. Nos collègues ont montré que 7 jours après la chirurgie, la glycémie à jeun était normale. C'était la première fois qu'on pouvait voir la glycémie chuter à ce point. Dès le départ, Taylor est convaincu que c'est le jeûne imposé aux patients qui fait chuter leur glycémie. Pour le prouver, il a testé sur 11 volontaires diabétiques un régime ultra pauvre en calories. 700 calories seulement par jour pendant 8 semaines, soit 4 fois moins qu'une alimentation équilibrée. Un véritable électrochoc pour l'organisme. En réalité, ça a mieux fonctionné que la chirurgie bariatrique. Ça a été une observation fantastique, parce que nous avons pu observer en détail comment les cellules qui produisent l'insuline, les cellules bêta, se sont réveillées au cours de l'étude. Jusqu'à présent, les chercheurs pensaient que les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline, les cellules bêta, mourraient à cause du diabète. Taylor a démontré que dans le diabète de type 2, ces cellules peuvent se réveiller. Elles sont seulement endormies par les excès de graisse et de sucre. Donc en faisant disparaître la graisse et le sucre, on autorise les cellules à regarder autour pour voir ce qui se passe et reprendre à nouveau leur fonction. Donc on voit les cellules repliées sur elles-mêmes, sortir et reprendre le travail qu'elles étaient censées faire. Il est donc possible d'inverser le processus, de concevoir le diabète non plus comme une maladie évolutive, mais comme une maladie réversible. On a eu la démonstration là, et c'est quelque chose qui commence à être bien connu, qu'il y a des traitements qui sont très très puissants. La chirurgie est un traitement très puissant. On a des résultats qui sont maintenant à moyen terme de rémission. On commence à voir un petit peu aussi les effets qui chez certains s'estompent ou se maintiennent, et ça permettra sans doute d'éclairer aussi la façon de réfléchir tout ça. La plus grande difficulté, c'est la sortie du régime. Qu'est-ce que ça donne à 1 an? Parce que toute l'histoire est là, c'est à la sortie de ce régime hyper restrictif. Qu'est-ce que vous arrivez à maintenir en luttant contre votre vie d'avant? Guérir durablement du diabète de type 2, c'est une épreuve, mais c'est possible. Un homme l'a fait, et il a raconté son expérience dans un livre. C'est au sud de l'Angleterre que nous retrouvons Norman Mousseau. Ce Canadien, professeur de physique, a découvert son diabète il y a 4 ans. À cette époque, il pèse 112 kilos et il décide de se prendre en main. J'avais 46 ans et j'ai toujours eu un plan de vie en disant je vais me rendre jusqu'à 80 au moins.
Et en voyant ça, j'ai regardé un peu, j'ai vu que l'espérance de vie était très affectée, l'espérance de vie de qualité était aussi très, très affectée par le diabète de type 2. On sait que c'est la première cause d'amputation, donc vraiment, ça m'a fait peur. 1 an plus tard, Norman avait perdu 15 kilos. Mais il savait que sa maladie continuerait d'évoluer, qu'il devrait prendre des médicaments à vie. Et il ne l'a pas accepté. Il découvre les premiers travaux de Taylor et décide de tester ce régime, ultra pauvre en calories. La première journée, c'est la plus difficile. Les 2 premières journées, là, on se demande si on va être capable de survivre, si on ne s'effondrera pas sur le trottoir. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on a l'énergie qu'il faut et on est capable de passer quelques jours sans manger beaucoup, mais sans problème. Et après une semaine, déjà, j'avais plus besoin de médication. Et depuis que je suis guéri, depuis 2014, mon taux de sucre moyen n'a pas augmenté. Donc, alors que quand on souffre du diabète, chaque année, le taux de sucre va augmenter un peu. Et j'ai pas vu ça depuis 3 ans. Mais c'est long. Il faut comprendre que même le jour où on termine une diète, on n'a pas terminé. C'est un apprentissage. Norman n'a jamais baissé la garde. Après le régime strict, il a repris une alimentation équilibrée et il court 30 km chaque semaine. C'est à ce prix-là qu'il a pu remonter le temps, remettre à zéro le compteur de son diabète. Pourquoi les médecins, qui connaissent l'existence de ces régimes, ne les proposent-ils pas systématiquement à leurs patients au moment du diagnostic? Pourquoi hésitent-ils à leur dire qu'ils peuvent ainsi s'épargner les complications, les médicaments, l'insuline? Mettre en place 800 calories pour le patient qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez essayer. Hein. Moi, ça fait 33 ans que je fais de la médecine en ville et 5 ans que j'en ai fait à l'hôpital. Le problème de l'alimentation, c'est le problème sur lequel butent les médecins de façon permanente. Et moi, les patients qui ont réellement perdu du poids, j'en ai pas beaucoup. C'est peut-être 1, 2, 3% des diabétiques qui sont capables de suivre ça, de faire la transformation. Mais pour chaque individu qui le fait, c'est une guérison, c'est un poids qui se lève de nos épaules, puis en même temps, c'est un coût pour la société qui diminue. Même si le taux de succès est relativement faible, à mon avis, cette solution-là devrait être présentée aux patients, à chaque personne qui arrive en disant « j'ai un diabète de type 2 ». Mais comment être certain que le diabète ne reviendra pas dans 6 mois, 1 an ou 5 ans? Doit-on parler de guérison ou seulement de rémission? Je préfère éviter le mot guérir. Très clairement, les personnes qui inversent leur diabète peuvent rechuter si elles reprennent du poids. La norme américaine, la guérison, ça serait après 5 ans. Donc ça fait 3 ans que je suis en rémission, il me manque 2 ans et je serai guéri. Alors, ça ne me dérange pas beaucoup. Une chose certaine, c'est que si je vais voir un médecin aujourd'hui, je ne lui raconte pas mon histoire, il ne peut pas savoir que j'ai été diabétique. Il n'y a pas un médecin qui va me diagnostiquer. Donc, dans ce sens-là, je suis guéri. C'est déjà la fin de cette émission, mais nous serons de retour le 7 mars avec de grands changements. Question à la Une se rénove avec un décor flambant neuf, mais aussi de nouveaux formats. Il y aura bien entendu encore des enquêtes, mais aussi des surprises. Soyez donc au rendez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook pour y laisser vos remarques si vous en avez. Rendez-vous sur le site sécurisé Source Sûre si vous voulez nous faire parvenir des informations de façon confidentielle. Tout de suite sur la Une, Sacha Daoust et son débat. À votre avis, très bonne fin de soirée.